Correctionnelle a condamné Mathias Pogba, le grand frère de Paul, l'un des jumeaux, à 1 an de prison ferme. Le jugement a été rendu après, vous devez très certainement savoir ce qui s'est passé, tentative d'extorsion, kidnapping, tout le tintouin là, bon bref. On a tous suivi cette histoire et a également condamné Paul Pogba à une amende de 20 000 euros pour, voilà, c'est ce que j'ai dit, avoir participé à la tentative d'extorsion 2022 de 13 millions d'euros visant son frère et pour avoir exercé de nombreuses pressions sur Paul, sa famille et ses relations professionnelles en vue d'obtenir ce paiement. Apparemment, ils étaient 5 autres prévenus, amis d'enfance aux connaissances de Paul Pogba, qui ont été reconnus coupables d'extorsion, séquestration et détention en association de malfaiteurs, délictuels et qui ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 8 ans de prison et à des amendes de 20 000 à 40 000 euros. Seul le chef d'enlèvement n'a pas été retenu sur lui, et ça c'est le ministère public, parce que c'est un dénommé Roujdan qui a été considéré comme le cerveau de l'affaire. Et c'est le seul à comparaître détenu. Et lui, en revanche, a été condamné à 8 ans de prison, comme l'avait requis le parquet. Voilà. Il y a même un Mamadou dedans. Bon, voilà. Une vraie marmelade d'afro-descendants pour ne pas changer. Non, je rigole. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, honnêtement, je ne suis pas très surprise. Bon, déjà, vous allez me dire, agir en soi envers son frère de la sorte, c'est juste aberrant, choquant, inadmissible, inqualifiable. Il n'y a même pas de mots pour décrire ça. Le sentiment que Paul, tous les gens qui les ont connus, qui les entouraient, on peut ressentir à l'idée que le grand frère ait pu agir de la sorte. Sauf que il a donné, il me semble, juste avant ce jugement, une interview au Sherman. Si vous ne connaissez pas la chaîne du Sherman, c'est un jeune homme afro, hein. Je sais pas, c'est un ancien rappeur ou je sais pas quoi. En tout cas, il me semble avoir des acquaintances très fortes, ou peut-être qu'il faisait partie du ministère Hammer avec Semi Bugsy, Passy, hein, voilà, ce groupe de rap et Doc Génico, bon bref. Il faisait du bon son, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait pour le coup. En tout cas, il nomme toujours Secteur As, Abdoulaye machin machin, qui fait allusion à un jeune de Sarcelles qui s'est fait, en tout cas qui est parti rejoindre ses ancêtres, soit lors d'une risque entre jeunes de quartier ou je sais pas quoi, soit par la police, je ne sais plus trop. Bon bref, ça c'est des détails. J'ai entendu l'interview avec le Sherman et pour moi tout était clair. Pourquoi? Lors de cette interview, s'il y a bien une chose, en tout cas une des choses que je vais évoquer qui revenait très 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 souvent chez Mathias, c'est une très 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 grande intolérance à la frustration. À chaque fois, il le disait soit très clairement, soit de manière similaire. Bah non, j'ai pas voulu attendre, donc je suis parti. J'ai pas voulu attendre, donc je suis parti. Tant et si bien que le Sherman, à un moment donné, je dis grosso modo, je paraphrase ce qu'il a dit, lui a dit, mais comment ça se fait que tu as changé autant de fois de club? C'est quand même impressionnant. Je ne connais pas le monde du foot. Vous savez que je n'aime pas le monde du foot, mais c'est vrai que c'est comme un emploi, c'est comme une relation amoureuse. Quand tu changes tout le temps, le problème, ça finit par être toi. Ça peut plus être l'autre, de toute évidence. C'est qu'il y a une instabilité qui est là, une instabilité émotionnelle, une incapacité à s'intégrer. Clairement, il y avait une intolérance à la frustration et certainement à s'intégrer dans un groupe. Alors, l'intolérance à la frustration, il a expliqué dans un premier temps parce qu'il n'était pas assez bien payé. L'argent revenait aussi beaucoup, énormément. Visiblement, c'est très, très important pour lui. Et également, il a justifié ça par le fait qu'il avait beaucoup de blessures. C'est possible, hein. Je vous l'ai dit, je connais pas le monde du foot. Je ne vais pas mettre en doute ce qu'il a dit, mais il semblerait qu'il y ait une incapacité ou une difficulté à s'entendre avec la hiérarchie, à collaborer avec les autres. Ça revient souvent, cette intolérance constante à la frustration, tout le temps. Et forcément, les personnes qui ça commence très jeune, cette intolérance à la frustration. Dans l'enfance, ça s'inscrit. Ça peut être lié à plusieurs causes. Soit les parents gâtaient trop l'enfant, soit il y a eu beaucoup de manques. Il y a
un manque d'amour, manque, ça peut, c'est pas toujours matériel, ça peut être affectif, ça peut être plein de choses, des carences de toute évidence, un manque, qui font que quand tu grandis, quand ça n'a pas été régulé, géré, etc., avant 3 ans ou avant un certain âge, ben ça reste. Et du coup, bah, malheureusement, hein, la plupart des personnes qui se trouvent en prison, hein, c'est là d'ailleurs où il atterrit du coup, c'est un des critères qui ressortent chez eux. Ils ont une très grande incapacité à gérer leur frustration. Il leur faut les choses tout de suite. S'ils n'ont pas les choses tout de suite, ils vont les prendre, ils vont les voler, ils vont tout mettre en œuvre pour obtenir ce dont ils ont besoin sans se soucier de l'autre. Et c'est là où vient mon deuxième point, l'empathie. En effet, à un moment donné, quand tu veux quelque chose et tu n'arrives pas à gérer cette émotion qui est liée à plusieurs causes, hein, frustré, tu vas t'accaparer cette chose et tu ne vas pas te soucier du comment, du pourquoi, etc., etc. Et plus on grandit, l'oiseau fait son nid petit à petit, ça devient toujours de plus en plus gros ce que tu vas faire pour obtenir ce dont tu as besoin sans te soucier de l'autre. Deuxième point, l'empathie. Dans tout cette interview, je n'ai pas une seule fois entendu Mathias avoir de l'empathie, de la compassion, se soucier une seule fois de son frère par rapport à ce qu'il a subi quand il s'est fait estorquer, quand il s'est retrouvé dans cette situation si traumatisante qui peut créer un stress post-traumatique. Tout ce qu'il a pu ressentir, jamais il n'a évoqué. Euh, et là, il s'agit pas de faire la fiotte. Il s'agit d'être humain. C'est normal que quand tu es un frère et que il arrive ça à ton frère, ça arrive parfois peut-être pas comme ça, mais en tout cas ça arrive. Les true crime, les faits divers sont là pour ça, de faire du tort à des gens qu'on aime, à sa famille, voilà. Euh, mais ce qui distingue certains individus de d'autres, c'est la capacité d'empathie. Il n'a pas eu d'empathie une seule fois. Jamais je ne l'ai entendu dire, ben, mon frère a dû se sentir profondément blessé, déçu, il a été traumatisé, il a eu mal, il s'en est pas remis. Rien, 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 rien. Il était là en train de dire, nous sommes une famille, quoi qu'il arrive, les liens seront toujours marqués, etc., etc. Tant et si bien que je voyais le Sherman, je crois que le Sherman, il se disait, mais what's going on? C'est lunaire, je comprends pas ce qui se passe. Le Sherman, il était, lui-même, il savait plus quoi dire, quoi. Il a eu la bouche ouverte, ça allait tomber. Il était dépassé. Ouais. Aucune empathie, intolérance à la frustration. Et ce qui est intéressant, c'est que il était comme dans il y avait comme une sorte de sublimation de lui-même et de ce clan Pogba par rapport à ce qu'ils ont accompli, tant et si bien que ça m'a donné le sentiment, et peut-être qu'il y croit aussi, hein, que parce que très jeune, à l'âge de 9 ans, on leur a détecté des talents exceptionnels, un haut potentiel sportif, pour le coup, et ça, je n'en disconviens absolument pas, hein, je ne vais pas remettre ça en cause, ils l'ont prouvé, eh bien, c'est comme si ça lui donne un sentiment d'impunité, ça lui donne une sorte de cap de toute puissance, euh, et il est dans son bon droit d'obtenir ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut, peu importe qui il blesse, il revient toujours au sentiment d'empathie, et comment il obtient. Il a le droit à, il veut ça et il l'a. Et ce point que à 9 ans, ils étaient extrêmement bons en handball et qu'ils ont été plébiscités par des sponsors, etc., pour pouvoir jouer, pour moi, c'est un élément très déterminant, y compris le divorce des parents. Dans tout ça, il n'y a pas que ça, mais dans tout ça, j'ai pas eu toute l'histoire, mais dans tout ça, parce que je pense que il faut se plonger, et je dis pas ça pour les excuser, mais ça fait quand même partie des analyses, dans l'histoire de cette famille. Je pense que beaucoup d'Africains, noirs et non noirs, et peut-être personnes blanches aussi, on va dire africains noirs, peuvent s'identifier à ces gens-là. Imaginez, tu es ben, une famille comme eux, hein, je sais pas s'ils sont maliens, guinéens ou sénégalais, bon, peu importe, africains. Et vous êtes dans la banlieue. Le père, pour le coup, il est enseignant, mais les parents divorcent. La maman, je suppose, n'a pas d'instruction, ou peu d'instruction, comme c'était souvent le cas à cette époque de nos mamans. Excusez-moi. Et ils divorcent. Vous êtes dans la banlieue, les enfants sont partagés, le père a des ambitions scolaires, vous restez dans la banlieue avec la maman, et de toute évidence, ben, vous démarquez dans le sport très jeune, et on sait que dans la banlieue, les jeunes de banlieue, il y en a de plus en plus, mais les études, c'est pas leur truc.
C'est même pas très bien vu à cette époque, il faut dire ce qui est, parce que c'est associé à la France, à l'homme whitey, et il y a un sentiment comme de trahison, etc. Donc on va plus s'orienter vers le sport, plus toute la stratégie marketing qui a été mise en place depuis des siècles et des siècles pour orienter un peu certaines personnes vers le sport, etc. Du coup, on réalise en fait que vous avez des talents, du potentiel, etc. Qu'est-ce que ferait une maman africaine qui a peu d'instruction ou pas du tout, ou même si elle en a, et dans une situation qui n'est pas dans son pays, elle est la minorité, etc. Ben, elle va inciter les enfants à développer ça. Du coup, ça peut créer un sentiment de supériorité, que nous, on est différent des autres, qu'on est meilleur que les autres, qui nous entourent déjà, qu'on est exceptionnel, vraiment un sentiment d'exceptionnel. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite si ben, le hand, visiblement, ça n'a pas donné suite? Je sais plus trop pourquoi. J'ai dû décrocher entre-temps. On va dans le foot, le petit se démarque hein, parce qu'il a suivi les aînés. C'est ce qui se passe dans une fratrie, c'est même sain et logique. On se construit par rapport à nos pères, nos ancêtres, les gens qui nous entourent. C'est normal, nos frères et sœurs, etc. C'est normal. Mais qu'est-ce qui se passe si le petit se démarque, lui pas en l'occurrence, et de ce fait, on est habitué à ce sentiment d'exceptionnalité, je sais pas si ça se dit, d'être traité un peu comme un enfant roi, on va dire ce qui est, parce que il est probable que la maman voyant ses enfants, ses fils, avoir un destin, un potentiel si rare, et oui, c'est rare, les gens qui sont bons dans le sport, dans la musique, tout ça, c'est tellement rare. Il faut dire ce qui est, dans la population, statistiquement, c'est très rare. Euh, Elle a dû certainement les traiter tous dans un premier temps, ou du moins comme des petits rois, d'autant plus que ça lui confère une valorisation de la société, etc., de la famille, de la communauté. Ça rehausse son estime, ça la revalorise, etc. C'est une femme divorcée, une femme noire divorcée. Vous imaginez tout ce qui se passe. Vous connaissez la ligne éditoriale de ma chaîne. Mais qu'est-ce qui se passe quand le petit dernier, finalement, vous supplante? On réalise que lui, c'est vraiment the joyau, on va dire comme ça, le bijou. Et vous, ben, vous êtes bon, moyen, ou peut-être, je sais pas trop comment on qualifie dans le foot. Bah, c'est aussi un autre trauma. C'est un profond trauma. Et il a souvent répété, c'est grâce à nous que, et ça, je le crois. En effet, les petits suivent les grands frères marquent le pas, etc. Sauf que on n'est pas toujours préparé à ce qui se passera si le petit nous dépasse, comment les choses vont se jouer, et surtout, comment on va le vivre. C'est pas si simple. Et ce sentiment de contrôle, parce que c'est nous qui l'avons guidé, qui l'avons orienté, parce que nous sommes exceptionnels, parce qu'on fut avant qu'il ne soit, Paul, eh bien, il doit satisfaire constamment mon sentiment de frustration, mon sentiment que je suis exceptionnel, etc. Je n'ai même plus à prouver quoi que ce soit, parce que très jeune, on a démontré que j'étais exceptionnel, etc. Maman nous a fait sentir aussi ça. Et le fait de nous retirer cette puissance-là, bah, je pense que ça doit être profondément angoissant et terrifiant pour lui. Tant et si bien qu'il continue toujours à dire, alors qu'on a entendu l'interview de Paul hein, lui il a dit, moi je calcule plus personne, c'est fini, là, là. Lui il est Mathias dans la croyance que c'est toujours ok, etc., qu'il n'y a pas de bile, ni rien, ni rien, ni rien, ni rien. Et je pense que ça va peut-être surprendre les gens quand il dit qu'il aime son frère, etc. Moi je le crois, sauf que il y a différentes manières d'aimer. Comment tu l'aimes? C'est ça la question. Est-ce qu'il aime d'un amour sans condition? Ça, c'est la question. Parce que j'ai quand même vu qu'il avait une très grande intolérance à la frustration. Il faut que ça aille vite, sinon il n'arrive pas à faire avec. Il y a aussi ce sentiment que je suis exceptionnel. Donc tu es parce que je fus. Donc est-ce que c'est un amour qui est sans condition? C'est ça la question. Ouais, c'est inquiétant, c'est pas rassurant du tout. Après, ça va peut-être vous surprendre ce que je vais dire, mais après j'entends aussi, moi, hein, je comprends la souffrance de Paul, il y a pas de doute, mais celle de Mathias. Je vais faire quoi maintenant que le handball c'est terminé, le foot c'est pas trop ça, ça a gâté. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je fais? Où je vais tirer ma valorisation? Où je vais tirer ce sentiment d'être exceptionnel? Où je vais le tirer? Et si vous le voyez bien, vous l'observez bien, son langage corporel, lorsque le chairman l'a invité, l'a interviewé, vous voyez son visage, c'était illuminé, félicité.
Je suis enfant valorisé, je suis enfant reconnu, ce besoin de reconnaissance. Il y a aussi peut-être le lien avec le père, qui est que bah, le père, il était enseignant, de ce que j'ai compris, il voulait que les enfants aillent dans les études, eux, ils n'étaient pas pour les études, c'est des choses qui arrivent, hein. Bah, du coup, est-ce que ce papa africain, euh, je sais pas, ce serait intéressant de savoir, a quand même était quand même fier de ses enfants ou a quand même donné la reconnaissance à ses enfants parce qu'ils ont choisi une autre voie que lui. On sait que les papas africains sont très autoritaires là. Si tu fais pas comme eux, c'est compliqué. Est-ce que il les a encouragés dans sa voie? Est-ce que enfin, je sais pas trop. C'était pas très clair ou j'ai peut-être pas très fait attention. Mais peut-être que c'est il recherche aussi une certaine reconnaissance, forcément du père. Ça commence toujours comme ça, qu'il a peut-être pas eu parce qu'il n'a pas suivi la voie des études et le père a peut-être été déçu ou il s'est dit ouais mes fils sont perdus. Je sais pas trop. Du coup, bah, le fait que plus rien n'a marché, il y a toujours ce sentiment d'insatisfaction, de manque de reconnaissance qui est là. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Hand, ça a gâté, foot, ça a gâté. Je vais pas devenir entraîneur de toute évidence. Maintenant que j'ai un casier, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je me vois parce qu'ils n'ont pas fait d'études, hein, visiblement. Est-ce que je me vois faire un emploi de manutentionnaire, de vigile? Je sais pas trop ce qu'ils font de nos jours, hein. C'est compliqué. De vouloir toujours garder un certain statut. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, de toute évidence pour moi, vu comment il est structuré, Mathias, c'était un peu prévisible. Parce que, on va pas se mentir, quand tu es quelqu'un, t'aimes l'argent, tu as une grosse tendance à ne pas gérer la frustration, tu n'es pas patient, tu n'es pas dans la tempérance, euh, c'est compliqué. Ta vie va être compliquée. Faut pas rêver. La plupart des gens qui se retrouvent en prison, c'est souvent l'intolérance à la frustration qui est le premier critère. Intolérance à la frustration qui est le premier critère. Ils n'arrivent pas à gérer leur frustration. Gérer la frustration, c'est la capacité à te contenir en attente d'eux ou faire fi d'eux. Et si tu sais faire ni l'un ni l'autre, tu vas faire comment? Tu vas aller faire ce que lui, il a fait. Voilà. C'est pas rêver, hein. Et dans nos banlieues, il y a beaucoup de jeunes hommes comme ça. Je ne peux pas faire un emploi de 8 heures jusqu'à 17-19 heures et avoir à la fin un salaire, le SMIC. Non, mais je peux pas faire ça. Alors que on a souvent entendu ce genre de discours. Alors que quand je descends en bas de mon quartier, je fais le guetteur. Je crois qu'ils appellent ça comme ça, où je vends ma farine. Ce que je me fais en une journée, non. Tout ça, c'est l'intolérance à la frustration. Ils peuvent pas gérer la frustration. Et c'est quand tu les as enfermés, enfermés, et enfermés, 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 qui sont entre quatre murs. C'est pas par hasard que les prisons sont comme elles sont, avec peu de distractions. Vous allez venir me dire, ouais, mais en France, c'est carrément une malade de santé. Ouais, mais t'es quand même enfermé, tu n'es pas libre de tes mouvements, c'est très compliqué, c'est très particulier d'un point de vue psychologique. Ça t'oblige, en tout cas, dans la plupart des cas, à gérer. C'est censé t'obliger, te contraindre, te forcer, ce que malheureusement dans ton éducation, dans ton environnement, tes parents, les gens qui t'ont cadré n'ont pas su faire, à gérer cette frustration. Et c'est quand ils t'enferment, et ils t'enferment, et ils t'enferment 20 ans, 18 ans, 19 ans, machin, machin, t'es sorti, tu recommences, qu'à un moment, tu finis par te calmer. Ou alors, t'es fatigué, t'es vieux, t'as plus l'énergie, t'as plus la force. Dans les changements de rap, ils l'ont souvent dit, tout le monde est mort, ou en prison, ou enterré, ou les jeunes ont pris le quartier, ou t'es dépassé, que tu finis par faire avec. Gérer ta frustration, tu fais avec. Mais l'intolérance à la frustration, c'est extrêmement, extrêmement dangereux. Ça te conduit en prison tôt ou tard. J'ai pas dit sociopathe, et ça te conduit en prison tôt ou tard.